Je me rappelle que tu étais tellement déterminé qu'on ne se connaissait pas. On s'est rencontrés à un battle en 2009 Ouais. et on s'est tapé Dans un cercle dans un pendant cercle 2 heures. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le format duo mythique, on reçoit deux artistes, une danseuse. À ce qui paraît. Il me semble que tu fais pas que ça. Je fais pas que ça, non. Aussi chorégraphe, productrice. Et voilà, j'organise des événements, je fais de la direction artistique pour des projets musique. Et voilà, plein de choses. Donc aujourd'hui, on vous présente Funky G, première femme à avoir gagné le plus grand événement de danse hip-hop à Bercy, en France, en représentant la France. Ouais, Oui, d'accord. oui, complètement. Voilà. À ses côtés, on a un ingé son qui a bossé avec pas mal d'artistes qu'on a écoutés sur des années, mais laisse tomber. Nine, tu es producteur, ingé son du coup, chanteur, rappeur. Ouais. Tu fais que ça? Sound design, réalisation, mixage, voilà, il y a plein d'autres trucs. Mais en gros, c'est l'univers audiovisuel, donc tu étais dessus, c'est bon. Aujourd'hui, comme vous le savez, on est venu pour parler de vos parcours de vie. Je trouve que vous avez deux parcours qui sont totalement similaires. En plus de ça, vous êtes en couple aujourd'hui, c'est juste beau. Vous avez tous les deux réalisé un rêve américain. C'est pas rien. On commence par qui? Honneur aux femmes? Bah écoute, On commence par Julia. Alors Julia, parle-nous un peu de ton parcours. Comment tu as commencé la danse? Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir danseuse? tout ça. Comment j'ai commencé la danse? Alors moi, ça a toujours été... Ouais, tout ça, là-bas. La musique et la danse. J'ai commencé par la musique, en fait. J'ai commencé par la batterie. J'ai commencé la batterie à 10 ans. Donc j'ai toujours aimé la danse, mais vraiment mon premier pas, on va dire, artistique, ça a été dans la musique. J'aimais la danse parce que génération street dancer, on a tous fait les chorés dans notre salon. Je les ai même fait avec toi plus tard. Ouais, Donc, c'est vrai. donc voilà. Et à l'adolescence, je faisais de la musique et en parallèle, j'ai commencé à reprendre la danse. Petit à petit, la danse a pris le dessus. Je me suis spécialisée en locking, qui est un des styles du coup de danse hip-hop que tu connais très bien. Et à partir de là, voilà, j'ai commencé ma carrière. Donc je ne sais pas si tu veux que j'aille dans le détail direct ou je m'arrête où. Non, mais Dis-moi après, tout. petite parenthèse, comme vous pouvez le voir, Julia, on fait partie du même groupe. C'est avec elle que j'ai fait mon premier battle à Bercy. Ouais. On a fait un juste debout ensemble. C'était juste magnifique, un moment incroyable. Je suis le seul à avoir zooké en fait à un moment donné sur la scène de Bercy. Ouais. Personne l'a fait, mais bon, les origines ont pris le dessus, j'y peux rien. Du coup, on part sur Nine. Nine, justement, si je me trompe pas, t'as aimé la musique à l'âge de 9 ans. à C'est peu ça. près enfin, C'est j'ai Michael écouté- Jackson Voilà, qui t'a c'est inspiré. ça. J'ai écouté de la musique déjà bien plus tôt, puisque avec ma mère, t'as pas d'autre option, tu vois. Donc j'ai écouté pas mal de musique quand j'étais plus jeune, c'est juste, voilà, t'as pas de souvenirs précis, mais c'est vrai qu'aux alentours de mes 9 ans, 8 ans et demi, 9 ans, c'est ma tante qui m'a mis dans Michael, mais en mode, elle m'a baigné dedans, trempé, voilà, tu vois. Elle était hyper fan, et du coup j'ai découvert l'artiste, mais en plus la musique qu'il faisait, l'envie de rentrer dans le milieu de la musique et de comprendre vraiment tout ce qu'il y avait autour de Michael au début, mais tout le reste, la pop musique de manière générale. Ça a commencé comme ça pour moi. Donc vous êtes tous les deux originaires du Sud, c'est ça. Donc Julia, toi, quand tu as commencé, c'était avec ton prof qui s'appelle Jean-Maï, Jean-Maï. ouais, hier. Raconte-nous un peu les débuts. Donc les débuts, j'avais un prof incroyable, Jean-Maï, qui lui faisait un peu tous les styles de danse hip-hop. C'est quelqu'un qui a vécu les débuts du hip-hop à Paris, donc qui a une vraie culture, une vraie connaissance et un vrai amour de cette culture qui sait extrêmement bien transmettre. Et moi, c'est vraiment ça que je lui dois, c'est qu'il m'a donné l'amour de la culture et l'envie d'apprendre. Et ça a vraiment été une personne charnière puisqu'il m'a vraiment donné envie d'approfondir. Lui même m'a dit, le hip-hop c'est ça, il y a tous ces styles, t'as vu c'est cool. Moi j'ai surkiffé sur le locking. Et il m'a dit, si tu veux pousser en locking, il faut que tu partes aux States, il faut que tu rencontres des gens comme Gemini, il faut que tu apprennes l'histoire, les pionniers sont vivants, il faut aller les rencontrer. Et tout de suite, il m'a imprégné de ça. Et en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire le plus tôt possible. Donc c'est pour ça que j'étais dans le Sud. Mais très vite, j'ai voulu partir à Los Angeles. Et c'est le premier grand voyage que j'ai fait pour apprendre le locking plus en profondeur, on va dire, avec vraiment les pionniers. Et à ce moment-là, tu avais quel âge? J'avais 16 ans. 16 ans. Donc tu enchaînes plein de petits boulots pour pouvoir justement te payer ton billet. Exactement. Donc toi, tu connais bien les détails. Forcément, on a été un binôme. On l'est toujours oui. d'ailleurs, dans le cœur. Ça bouge For pas. life, ça, c'est sûr. Exclusif, vous l'avez entendu pour la première fois. Tout à fait. On l'est toujours. On l'est toujours. Du coup, donc t'es parti très jeune. Tes parents, ils en ont pensé quoi du fait que tu voulais partir? Parce que je sais que c'est pas évident vu que t'es une femme. Maman, Forcément, désolée. on a toujours peur pour nos enfants, donc. Oui. Non, au début, c'était... C'est quoi son délire encore à elle? Parce que moi, j'avais une idée tous les 4 matins. J'étais artiste très très jeune. Des projets, des idées. Ouais, on va faire ça, super. Voilà, j'ai toujours été débordante de projets, on va dire, d'idées et d'envies.
Donc on s'est dit peut-être au début, bon, hier elle était rockstar, batteuse à faire le tour du monde, aujourd'hui tu veux faire du locking, super. Enfin, voilà, ils l'ont pris comme un peu un délire de plus, une passion de plus, sauf que j'ai pas lâché. Et quand j'ai dit pour changer, j'ai toujours pas lâché. Il y a vraiment rien qui a changé, hein, je vous le dis. Hein. Et du coup, à partir de là, quand je leur en ai parlé, au début, ils étaient un peu réticents. En fait, moi, je leur ai dit, je veux aller à Los Angeles parce que un des créateurs du locking, donc Shabadoo, qui est vraiment une légende de cette danse, m'avait invité, m'avait dit, si tu viens, je vais te former, cours particulier, tu vas voir, je vais t'apprendre vraiment le locking, je pense qu'il y a un potentiel, donc viens et voilà, si tu as envie d'apprendre, viens. Mais après, vu le jeune âge que tu avais, tu n'as pas eu peur, je sais pas, de partir Mais en fait, comme ça à je pense l'aventure? que justement, j'étais tellement jeune que j'avais peur de rien. Tu ne te posais pas de questions, Je dans l'innocence. réfléchissais à rien du tout, en fait. Pour moi, me dire je vais partir à Los Angeles, c'est comme dire oh, bah, cet été, je vais passer le BAFA. Pour moi, c'est un projet parmi tant d'autres. Enfin, tu vois, pourquoi c'est compliqué? Tu vois, dans ma tête, je voyais pas les barrières. Et quand ma mère, elle m'a dit mais jamais, en fait, déjà, on n'a pas l'argent. Je dis ok, t'inquiète, je vais m'en occuper, on va avoir l'argent. Donc ça, ok. Et en fait, c'est ce que tu disais, de là, je commençais à donner des cours de batterie, après je faisais du babysitting, après je travaillais dans un bar, resto, j'avais même pas l'âge légal, en mode soum-soum, voilà, je faisais tout et n'importe quoi. Et à la fin de l'été, justement, j'avais récolté assez d'argent. Street chapeau aussi. Street chapeau, grave, je faisais des street shows, tu vois, il était là, il a dû passer devant, genre... C'est possible d'ailleurs. C'est grave possible. Jamais, mais c'est possible. Et du coup, voilà, et à la fin de l'été, avec tout ça, ma mère, elle m'a dit ok, elle ne lâche pas, donc allons-y. Mon père, il était un peu plus, voilà, il regardait, il savait pas trop aussi. Je suis partie avec ma maman. Et en fait, un truc qu'ils ont pris comme, bon, elle va faire son délire, après elle va se détendre, ça a fait exactement l'effet boule de neige, en fait, inverse. Ça a été le début de tout, parce que le fait d'être là-bas, de rencontrer Shabadoo, déjà, ça a été une expérience incroyable. Même d'être juste aux États-Unis, ça doit être quelque chose. N'importe quoi, j'avais 16 ans, le seul truc, je vais prendre un Starbucks, super, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, parce qu'on a une espèce de rêve américain. Enfin, je sais pas, surtout quand on est jeune, on idolâtre des trucs en fait qui nous font penser aux Américains, parce que toute notre enfance, on a regardé des séries, on a été imprégné de tout ce truc-là, et on bug et on kiffe sur des trucs qui sont un peu. Enfin, aujourd'hui, je les trouve dérisoires parce que c'est vraiment la société de consommation et tout ce que je n'aime pas. Mais en tout cas, à l'époque, quand j'arrive là-bas, c'est wouh, McDo, MLS, ouais, Starbucks, parce qu'on vient des petites villes où déjà nous, il n'y a pas de Starbucks, tu vois, dans le sud. Il n'y en a toujours pas, je crois. Peut-être un à Marseille, mais je ne suis même pas au courant. Tu vois, donc c'est des trucs, quand j'arrive là-bas, moi je pète un câble sur tout ça. Et en plus, tout l'aspect danse, quand je rencontre Shabadoo, voilà, folie. Tous les jours, il me donne des cours, il m'entraîne, on fait du physique, en mode il me fait courir, il me fait faire des trucs. Et pour moi, ça a été le déclencheur. T'es resté combien de temps là-bas? Là, 3 semaines la première fois. 3 semaines la première fois. Et après, j'ai fait des allers-retours, genre tous les 6 mois, je partais 3 semaines à 2 mois. Ça dépendait de l'école, les sous et la réalité, quoi. Nine, du coup, toi, après Michael Jackson, tu rentres dans une école de son? Ouais. Avant ça, ou presque un petit peu en parallèle, à peu près en même temps, je crée un premier groupe de rap. Okay. Pour la première fois avec des potes de ma ville. J'ai tellement aimé la culture américaine, je suis à fond dedans et tout, en plus de Michael, hein, du coup, que j'ai pris le rap en cours de route, que j'avais envie d'essayer, tu vois, les idées de mixtape, les choses qui se développaient là-bas, que je découvrais en fait, tu vois, dans le milieu américain. Je me suis dit, je vais essayer. Et donc on a créé un premier groupe de rap. Il s'appelait comment le groupe? Le groupe s'appelait Sounds Connect. Sounds Connect. Voilà, Okay. Du coup, on essayait de représenter pour le Sud à l'époque au max, tu vois, 8-3-83 représente, La Garde City, LGC Gang, represent. LGC Non, Gang, voilà, c'était voilà, des prises de marque, tu vois, et puis essayer de, déjà presque un peu à l'époque au final, de me professionnaliser entre guillemets, tu vois. Je travaillais sur les jaquettes et tout ça, on faisait des petites mixtapes ensemble. Moi, je développais un petit peu mon début de carrière en tant qu'ingénieur du son, donc j'apprenais comme je pouvais les bases techniques pour enregistrer, etc., avant de rentrer à l'école. D'accord. Et à ce moment-là, tu étais juste ingé son ou tu étais déjà aussi chanteur et rappeur? Non, à l'époque, là, je faisais des instrus, donc on peut dire beatmaker, pas vraiment producteur. Okay. J'étais beatmaker, j'en faisais pour moi, pour apprendre, pour rigoler, tout ça, tu vois, pour certains potes, mais rien de professionnel. Par contre, c'était la technique en tant qu'ingénieur du son, ça c'était ce que j'étais en train de développer un max, connaître toutes les techniques, etc., tu vois, mais vraiment sur la base au début, avant de rentrer à l'école, parce que je voulais le faire de moi-même avec mon premier crew, tu vois. Et après, je suis rentré à l'école, je suis parti faire mon école à Montpellier. Et c'est là où je suis rentré vraiment dans le vif du sujet, le vrai bagage technique, tu repars à la base, presque scolaire un petit peu, tu vois, où
tu as les fréquences, tu as ci, tu as ça. En même temps, tu as pas mal d'audiovisuel, donc tu vois un petit peu tout ce qui est lumière, parce qu'on est avec tous ceux qui font radio, film, etc. dans l'école. Donc on a pas mal d'échanges et on développe à fond tout ce qui est technique, vraiment technique. Et un petit peu d'artistique, mais beaucoup moins, parce que c'est plus voilà, des délires entre les potes où on fait des instruments ensemble et puis on enregistre 2-3 potes qui veulent faire des morceaux, tu vois. Mais c'était vraiment technique. Voilà, je n'étais pas en train de me dire, allez, je vais être un artiste. Non, au contraire. Je donnais la force à tous les artistes que j'avais autour de moi, tu vois, en apprenant, en utilisant mes techniques. Et voilà, j'étais du côté ingé son, producteur maximum. Et une fois que tu as justement pris toutes ces connaissances, je crois que tu décides de monter à Paris pour justement monter le niveau. Mais en fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, du coup, tu dois faire tes stages en entreprise, en école. Donc moi, j'ai visé directement Paris parce que je savais que les plus gros studios d'enregistrement, ce qui m'intéressait à l'époque, j'étais pas trop sur le live, les concerts à l'extérieur et tout ça, c'était pas trop mon truc. Et du coup, j'ai visé Paris. Quelques studios d'enregistrement que j'avais dans le viseur m'ont ouvert leurs portes. Et donc là, j'ai fait mes marques dans le milieu professionnel avec le début de bagage technique que j'avais de l'école. Super bien passé, tu découvres pas mal de choses. Sauf que j'avais pas vraiment de musique encore. J'avais pas trop de musique parce que c'était une époque où le milieu changeait un peu. Donc tu avais de l'audiovisuel beaucoup, les mixages de DVD, les choses comme ça et tout ça. Donc j'apprends, je rentre dans le milieu, mais pas complètement musique, donc pas tellement satisfait encore, tu vois. Et c'est à ce moment-là que tu rencontres Paul Semama, si je ne me trompe pas. Paul Semama, c'est lui qui tenait le studio Belleville. Okay. Et en fait, là, à ce moment-là, lui, il me dit que si c'est vraiment la musique que tu recherches, à proprement dit, il faut que tu changes de studio, parce que nous, on fait trop d'audiovisuel. Et là, il m'a dirigé vers donc, Olivier Bolling, qui était le directeur technique à l'époque de Plus 30, et qui, là, était vraiment une structure qui envoyait pas mal de lourds à l'époque, et faisait vraiment de la musique. Donc c'est là que j'ai pu commencer à kiffer, tu vois. Là, ça a commencé à me faire ok, c'est ça. Tu vois, c'est pas la même chose que mixer des DVD avec que des speeches, etc., où tu mixes des ambiances, tout ça. Moi, je voulais travailler sur la musique. Donc là, ça a commencé à être intéressant pour moi. Et du coup, c'était lui qui t'avait conseillé d'aller voir une personne à Marseille. En fait, c'était pas quelqu'un de Plus 30, c'était quelqu'un de mon école. Un de mes professeurs qui était un professionnel aussi et qui connaissait un DJ américain qui vivait sur Marseille à l'époque, qui lui avait fait il avait fait pas mal de trucs sur New York, il était connu, entre autres il avait produit KRS-One à l'époque, et donc là il était en France en mode ok, je change de pays, etc. Et, je reste dans le milieu de la musique quand même parce qu'il travaillait déjà avec des radios et tout ça sur Marseille, et en fait du coup il m'a dit bon bah si tu veux, si t'es attiré par les États-Unis et tout, bah lui parler, check un peu avec lui, vois ce qu'il te dit, et puis tu développes une relation avec lui, puis tu verras quoi. Et ça s'est passé comme ça, je suis parti à Marseille, j'ai été le voir, on a échangé pendant un petit moment, je lui ai expliqué que j'étais vraiment attiré par les États-Unis, que j'avais fait mon début de carrière sur Paris pour pouvoir être légitime un minimum, tu vois, en arrivant aux États-Unis. Et ben, il m'a aidé en fait, en me testant pendant plusieurs mois, etc. Il m'a fait faire des trucs techniques, tu vois, et aussi artistiques aussi, des remixes, des choses comme ça. Et en fait, pour me dire au bout d'un moment, après que j'ai galéré avec lui pendant un petit moment et que je me suis mis à travailler à droite à gauche pour économiser aussi, pour préparer mon voyage. Donc, un jour, il m'appelle et il me comme dit... Julia, comme c'est bon, let's go. Tu vois. Et donc là, après, voilà. on change de sujet après quand on débarque là-bas. C'est bête, t'étais à New York, j'étais à LA. Ouais, voilà, chacun sa poche. Ah ouais, carrément. Nous, on a pris le pays des deux côtés. Attaque, tu vois, bam, se retrouve au milieu. Ouais, et en plus, tu vois, d'origine, à la base, moi, je suis plus West Coast dans le son. J'ai grandi avec le rap West Coast, vraiment dans le cœur, dans la tête, tu vois. Mais en fait, quand j'ai débarqué aux États-Unis, c'était New York, et je suis tombé amoureux de la ville. Et pourtant, tu vois, je suis pas trop Wu-Tang, etc., tu vois, mais voilà, New York. Mais du coup, comment ça se passe quand tu arrives à New York? Justement, je pense que tout était nouveau, tu arrives dans un environnement qui change de la France. Tu t'es senti comment? Parce que de ce que je sais, ça va très très vite aux États-Unis. Tout va vite. Je suis jeune déjà, tu vois, j'ai 18 piges quand je débarque là-bas. Comme elle disait tout à l'heure, en fait, nous, on arrive là-bas et en fait, c'est bête, hein, mais je marche dans la rue, je marche le long d'un grillage, tu vois. Il y a des maisons et tout ça, tu vois. Je marche le long d'un grillage et le grillage, il a un style américain, tu vois, comme on le voit dans les films. C'est pas les mêmes types de grillage qu'on voit en France ou en Europe. C'est bête, hein. Mais tu vois, tous ces petits détails comme ça qui te font remarquer que tu es aux États-Unis, que tu es en plein dans la culture qui t'a fait kiffer depuis tout petit, tu vois. C'est impensable. T'as de la musique de partout dans la ville. T'es dans le berceau de la musique de la communauté noire aussi. Donc, se balader à Harlem, c'est à 18 piges, 19 piges, tu vois, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Du coup, toi, tu arrives là-bas, tu as ta petite liste,
de justement tous les studios que tu voulais repérer. Julia va pareil du coup. Ouais. Mais c'est ça qui est assez ouf, c'est que sans se connaître, tu vois, à cette époque-là, très jeune, on avait les mêmes idées en fait d'aller au culot aux États-Unis en fait et d'aller chercher les informations, d'aller chercher à montrer notre tête et dire que on kiffe ce truc, on kiffe cette culture, on kiffe ces choses-là, elle pour la danse et moi pour la musique et l'entertainment de manière générale et d'absorber en fait, de prendre tout ce qu'il y a à apprendre là-bas en fait et surtout de se faire accueillir en fait. Parce que moi, quand j'étais au studio, Quad Studio à New York, mon manager et mon boss, tu vois, c'était genre, mais putain, mon Frenchie, il déchire en fait. Il est toujours là, il a la dalle, il veut toujours bosser, etc. Alors qu'il y avait plein de ricains qui étaient là en mode, ouais, vas-y, ouais, je veux taffer, mais ouais, tu vois. On avait la dalle en fait. Enfin, moi, j'avais la dalle et je sais qu'elle avait la dalle aussi plus jeune. Donc, on a été accueillis, bien accueillis et du coup, on a fait comme des éponges. Ta rencontre avec Ryan Leslie, une personne dont tu étais passionné quand tu étais plus jeune. Là, je t'ai dit, c'était des films fantastiques l'époque. Du coup, déjà, tu es content à la base quand tu te dis, bon, tiens, j'ai trouvé l'adresse postale du label de Ryan Leslie sur Internet en fouillant et tout. Tu te dis, bon, déjà, ok, un petit bon point, tu vois, parce que trouver les emails, les numéros de téléphone, c'est une chose, mais l'adresse postale, du coup, je me dis, ben voilà, je vais débarquer direct. Et comme tu disais, préparer. On prépare avec mon petit speech et tout, et puis j'arrive là-bas, je dis, voilà, tu demandes un stage, tu débarques, ton anglais il est bon et tout, ça va le faire, ça va le faire. Et en fait, quand tu toques et qu'on t'ouvre la porte, c'est Ryan Leslie qui t'ouvre. Donc du coup, ouais, je te dis, t'es préparé. Il a chanté ou pas? Mais... Nextelation. Il va faire Nextelation. Non, voilà, du coup, c'est un gros blocage, tu vois, parce que tu t'attends pas à ce genre de choses. Et c'est ce qu'on te dit quand tu débarques là-bas, mais tu ne crois pas jusqu'à que tu aies vraiment l'expérience, tu vois. Anything can happen in New York City. Anything. Il y a tout qui peut arriver, tu vois, à New York, et surtout si tu cherches, voilà, tu vas tomber sur des histoires de fous, et voilà, c'était le cas. Parce que c'est vrai que les Américains, ils ont tendance à te donner en fait une opportunité quand vraiment tu leur montres que tu es déterminé. Ouais. Vous, du coup, tous les deux, vous êtes partis de la France à un âge très jeune. Ils respectent le hustle en fait, tu vois, Ouais. le hustle, vraiment les gens qui se démerdent pour aller chercher les trucs. Et en plus, quand tu traverses l'océan, pour eux, c'est... Est-ce que tu peux juste traduire pour ceux qui parlent pas anglais? Ben, le hustle, tu vois, c'est la motive, c'est quand tu te bats pour tes thunes, pour manger, pour ta famille, pour tout ce que tu veux, mais tu trouves des solutions en fait. T'as pas le diplôme, t'as pas ci, t'as pas là, mais hustle, tu vois, tu vas envoyer un email, tu vas rester des heures derrière un studio pour que quand il y a le manager qui sort, ben, tu donnes ton CD. Tu vois, c'est tout ce genre de démarche-là où en fait les gens se disent ah ouais, mais en fait ça me casse les couilles de voir tous les matins sa tête là devant le bureau et tout, mais c'est qu'il a la dalle le mec, tu vois. Et c'est comme ça que beaucoup de portes s'ouvrent en fait, avec cette démarche-là en tout cas. Ouais, franchement, là-bas, Pareil c'est pour toi, je pense. c'est le truc que tu sens un peu différent de la France, c'est-à-dire que ici, tu sens vraiment que tu as ce truc de faire ses preuves, faire ses preuves, faire ses preuves, et au contraire, on va être stagiaire toute notre vie en France presque, si tu prends la mentalité un petit peu. Alors que là-bas, je trouve qu'on quand même, on te laisse une chance. On te laisse une chance. Après, voilà, il y a beaucoup de yes man un peu pour rien. Là-bas, tout le monde est très ah oui, 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 surtout, et tout ne se concrétise pas. Mais quand même, tu as un espèce de presque, tu as l'impression que tout le monde a le doute de ok, peut-être ça peut marcher, donc on y croit quand même un peu, on ne sait jamais, et donnons au moins la chance. Il y a quand même un peu plus ça là-bas. Et je pense que c'est super encourageant quand tu es jeune et que tu débarques là-bas et que tu le sens un peu, parce que du coup, tu te dis ah ouais, mais en fait, c'est possible. Et du coup, ça te conforte et tu redoubles d'efforts un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce schéma, tu vois, qui s'est passé pour nous deux. Et de suite, tu as des portes qui s'ouvrent aussi, donc là-bas. tu vois que le système fonctionne. Donc tu as envie encore plus de tout défoncer. Ça crée des projets, il y a des gens qui veulent faire des choses, donc ça avance très rapidement. Julia, tu reviens en France où tu t'es armée de connaissances par rapport à l'histoire du locking, tu t'es entraînée avec les meilleurs. Je me rappelle que tu étais tellement déterminée qu'on ne se connaissait pas, on s'est rencontrés à un battle en 2009. Ouais. Et on s'est tapé dans un cercle comme... du coup, ouais, ton retour en France, ces gens font ça, ça se passe comment en tant que femme quand tu reviens, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui ont pris les risques d'aller directement à la source pour apprendre le locking, tu vois, parce que c'est une danse que je connais bien. Du coup, moi, je connaissais rien à l'époque, mais on s'est tapé comme des oufs. C'était génial. Du coup, sur le comeback en France avec toute l'énergie, les ondes positives américaines, comment tu le vis? Ça a fait des étapes, en fait, si tu veux, parce que la première fois que je pars, que je vois Shabadou, je suis quand même très très jeune. Du coup, quand je reviens, il y a un espèce de petite hype. Tu vois, il y a des gens qui me disent ouais, machin, la petite Shabadou. Tu vois, il y a un espèce de petit truc qui se crée. On commence déjà à me demander des workshops alors que je suis très très jeune. Et j'avais fait des trucs, mais voilà, pour les enfants, des trucs, voilà. J'avais commencé à donner vite fait quand on avait commencé à me demander. Mais c'est vrai que c'était pas perçu d'un très bon œil parce que j'étais très jeune et que ça m'avait donné une espèce de crédit plus vite que ce que j'aurais dû. Tu vois, parce que j'avais pas encore fait beaucoup de battles, j'avais pas encore eu les victoires que j'ai eues par la suite. Voilà, c'était un petit bébé là, oula, qu'est-ce qui se passe? Et c'est juste, on va dire, cette connaissance et le fait que j'avais, on va dire, des infos et des infos historiques que la plupart des Français n'étaient quand même pas allés chercher encore là-bas.
et les réseaux étaient quand même un peu moins développés, donc l'info circulait moins. Aujourd'hui, tous les 3 jours, il y a une conférence sur l'histoire du locking, mais à l'époque, jamais de la vie, c'était rare. Donc c'était pas autant, comment dire, important peut-être. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas aussi important parce que c'est plus facile d'avoir, mais à l'époque, c'était quand même particulier. Donc au début, voilà, un peu dérangeant, ouais, elle est un peu jeune, ça lui donne un peu trop de force et un peu trop de crédit un peu vite. Ça a dérangé des personnes, le fait que oui, tu sois mis en avant par... Clairement. Après, justifié ou non justifié. Alors non justifié dans le sens où j'étais quand même très jeune et bon, moi j'étais juste dans mon kiff en fait et je voyais pas le mal. Et d'un autre côté, on peut se dire, ouais, elle brûle un peu des étapes. On peut percevoir une arrogance, machin. J'étais très... En fait, j'étais tellement happy et tellement énergique de tout ça que ça pouvait être perçu comme quelque chose de « Oula, calme-toi en fait, redescends un peu ». Donc voilà, il y avait un peu du bon et du mauvais de ça. Mais on va dire que j'ai mangé ce que je devais manger. Voilà, on m'a dit les choses. Des personnes super bienveillantes, justement, ont été là. Je pense notamment à Gemini, qui m'a beaucoup aidée pour gérer tout ça, en fait. Gemini, créateur de Locking for Life, ouais, un mouvement de locking. Et pionnier en France, en fait, hein, clairement, avec Junior, c'est les 2 personnes clés pour le locking en France, en tout cas au début. Et donc voilà, je suis un peu guidée par tous ces gens-là, et au bout d'un moment, c'est vrai que ça commence à payer, parce que j'ai fait tellement d'allers-retours, j'ai rencontré tellement de gens, et je suis tellement passionnée, en fait, parce que j'ai pas fait ça pour une quelconque reconnaissance, j'ai fait ça pour moi, en fait, au début. Je voulais savoir, je voulais comprendre ce que je faisais tous les jours, pourquoi, d'où ça vient, qui a fait ça, et vraiment m'imprégner au maximum pour le transmettre du mieux possible. Donc après, voilà, avec le temps, effectivement, tout ce savoir m'a servi. Quand j'ai enseigné, ça peut faire la différence parce que la plupart du temps, quand j'explique un step, j'explique vraiment l'histoire. Je connais le créateur, on en a parlé, il m'a raconté comment il l'a créé. Donc j'ai des choses à transmettre par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, c'est génial. C'est génial d'avoir fait ça et d'avoir cette connaissance. Moi, j'ai une question. En tant que femme, justement, parce que tu sais, généralement, surtout dans la danse, on le voit et un peu dans tous les domaines artistiques, surtout dans l'artistique, il y a pas mal de femmes qui sont un peu prises de haut ou qui sont tout simplement pas respectées parce que c'est des femmes. Toi, justement, tu arrives où tu as eu le courage quand même d'aller jusqu'aux États-Unis et d'apprendre tout ça. Donc, tu avais un bagage qui a été énorme. Et est-ce que tu t'es sentie respectée en tant que femme dans la danse? Est-ce que ça t'a pas mis des freins? Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas été critiquée parce que tu as été une femme? Parce que je sais qu'on en avait parlé de ça à un moment donné. Bien sûr, mais après, c'est quelque chose qui est commun à tous les milieux. Là, je regarde beaucoup, justement, avec ce qu'on fait en ce moment, des femmes dans le rap ou des femmes entrepreneuses dans le rap, des personnes qui gèrent des labels, des choses comme ça, qui parlent justement de tous ces problèmes. Quand tu es une femme et que tu débarques dans un milieu masculin, que ce soit dans le rap, que ce soit dans la danse hip-hop, que ce soit sûrement dans le sport ou dans plein de choses, c'est plus compliqué parce qu'en fait, avant de regarder ton art, on regarde autre chose. Clairement, en fait, parce que l'étape 1, c'est Nana, elle arrive, ok, on te note, t'es fraîche, t'es pas fraîche, t'es ci, t'es là, on te met dans telle case. Après, on verra pour la danse ou pour le reste. Il y a quand même un premier rapport quand même là-dessus. Donc, de toute façon, la place de la femme dans ces cultures-là, elle est compliquée déjà de base parce qu'on est jugé sur autre chose que notre artistique en premier lieu, la plupart du temps. C'est quand même des milieux qui sont un peu machos, qui sont clairement machos pour moi. Et en fait, une femme qui prend du pouvoir là-dedans, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Je veux dire, pour un garçon, perdre contre un mec ou perdre contre une nana, c'est pas la même chose pour son ego la plupart du temps, malheureusement. Tous les garçons ne sont pas comme ça, mais il y en a. Donc du coup, c'est plus compliqué. Je pense qu'une femme, pour gagner une compétition ou pour se retrouver à une place de juge, elle doit faire 5 fois plus le taf qu'un mec. Pour palmarès égal, en fait, c'est très simple à voir. Pour palmarès égal, le même mec, tu vois qu'il tourne partout dans le monde et la meuf, peut-être elle a 2-3 dates par an. Pour vraiment, je parle parce que j'ai regardé des binômes où c'était un mec, une meuf, et tu le vois en fait. Tu le vois. Souvent, la nana, c'est le quota. Bon, il faut une nana, donc on prend laquelle. C'est pas, on va prendre un tel et une telle et une telle et c'est génial. Non, on prend tout ça, il faut une meuf. Tu vois, c'est... Voilà. Mais après, dans ton parcours, tu as quand même réussi à gagner un des plus grands événements. Ouais, mais 2017, l'événement commence en 2002. Je suis la première fille dans ma discipline et je sais pas, tu vois, si je dois m'en réjouir ou être triste en fait. Parce que je suis pas sûre que je suis la première qui ait mérité. Tu vois, en tout cas, je suis la première qui l'ait eu. Tant mieux pour moi, je suis ravie, c'est génial, c'était un but. Mais est-ce que je suis pas la première qui a eu la chance d'avoir la porte ouverte peut-être? Parce que je suis persuadée qu'il y a des nanas avant qui auraient peut-être pu le prendre, franchement. Hein. Et tu penses qu'ils l'ont pas eu par rapport au fait que je peux pas dire ça parce qu'en fait c'est plus compliqué, c'est pas si simple, c'est pas bon, elle fallait qu'elle l'ait cette année-là et elle l'a pas eu parce que peut-être qu'en tout cas dans des tours, il y a des filles qui se sont fait sortir parce qu'on s'est dit c'est un peu léger, c'est une nana, ou tu vois, il y a eu un petit mépris et peut-être que ce jour-là c'était son jour et qu'elle aurait pu le gagner, tu vois, on peut pas savoir, on va pas refaire l'histoire. En tout cas, j'aime pas dire genre ouais, je suis la première nana, genre machin, j'ai fait un truc que personne m'a. Je me dis aussi,
Peut-être que j'ai eu aussi un timing et qu'aujourd'hui c'est plus accessible pour les femmes, mais en tout cas c'est important de montrer que c'est possible et d'avoir le cran d'essayer de le faire et d'y arriver quand même parce que ça reste quelque chose de difficile, tu vois. Donc voilà, pour moi ça a été quand même très important, mais en même temps j'ai envie de me dire, j'aurais été ravie que ça arrive plus tôt aussi quand même. C'est beau ce que tu as dit. Non, c'est très beau ce que tu as dit. Nine, aux États-Unis, tu as été dans le plus grand studio, un des plus grands studios d'enregistrement de l'histoire, du rap, du son, tout simplement. Comment tu le vis? Quand je débarque, c'est le rêve parce qu'en plus, si tu veux, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais une liste, donc j'ai été voir beaucoup de structures. Et il y avait une structure devant laquelle je passais et ça me tenait à cœur, c'était quoi justement parce que c'est en plein milieu de Times Square, tu te balades, tu vois les gros trucs, le gros magasin des M&M's, tu es sur Times Square donc tu vois vraiment les escaliers rouges, les zones connues de Times Square qu'on voit à la télé. N'importe qui a un cadre de New York dans son salon, ce qui arrive souvent ces 15 dernières années on va dire. Je suis là-bas sur place, c'est le rêve en fait, c'est le rêve parce que les gens que j'écoutais, les gens que je kiffais en tant qu'ingé son ou alors en tant qu'ingé son vers d'autres ingé sons, vers d'autres artistes, vers des producteurs, vers des chanteurs, rappeurs. Je suis à 2 doigts de bosser avec ou je bosse avec. Et je suis très jeune, je manque d'expérience c'est sûr, hein, mais humainement et tout, en début de carrière, je vis des trucs qui sont juste magiques. Ouais, juste magiques. Et tu as pu travailler avec quel artiste? Ça fait... Il y a eu plein de choses, hein. Il y a eu du rap, il y a eu du reggae, mais... J'ai eu des The Game, j'ai fait des grosses sessions avec The Game qui ont été mémorables pour moi. Après, il y a eu des Ludacris, il y a eu des Talib Kweli, il y a eu des Busta Rhymes, il y a eu des Nipsey Hussle. Je la raconte, hein. Je t'avais dit, je la raconte. Toutes les personnes qu'on a écoutées sur toute une enfance. Il y a eu des Pitbull à l'époque où lui, il était très 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 chaud. Parce que maintenant, Pitbull, bon, on entend moins parler, mais à une époque, il était très très chaud. J'ai fait le featuring entre lui et Tyrese, par exemple, de Pitbull. Voilà, après il y a du reggae aussi, comme je te disais, j'ai fait du Yami Bolo, des Marley, différents types de musique, de la funk et plus que de la funk puisque je t'en ai déjà parlé, mais j'ai eu la chance d'enregistrer le batteur et le bassiste de James Brown. Et par rapport au hip-hop, c'est très lié au hip-hop puisque le hip-hop a commencé grâce au... la musique hip-hop a été développée beaucoup autour du sampling et le sampling de drums du coup pour vraiment donner les percussions de hip-hop. À la base, il n'y avait pas beaucoup de choix en fait, c'était quelques-uns qui samplaient les quelques bonnes percussions qui étaient sur le marché et en fait c'était le funky drummer qui était le plus samplé dans les débuts du hip-hop. Donc c'est Clyde Stubblefield et j'ai eu la chance de le rencontrer et de travailler avec lui et ça fait chaud au cœur en fait juste, tu vois. C'est des anciens qui sont parfois oubliés mais qui nous ont donné un chemin en fait et donc c'est monstrueux de pouvoir les rencontrer, discuter avec, ils sont super humbles, tu vois, toi tu es là, tu l'enregistres et tout et là tu te dis mais si je regarde mon iTunes là le mec il a enregistré je sais pas combien de mes morceaux, tu vois, c'est sa batterie sur tous les morceaux et après quand j'écoute du hip-hop, hein, je te dis n'importe quoi, un Wu-Tang, un Dr. Dre, tout ce que tu veux, à un moment donné il y a un sample qui vient sûrement du funky drummer, tu vois, donc toi tu es là et c'est juste magique. Le mot est bien choisi, je crois. Et du coup, tu es resté combien de temps aux États-Unis? Au total, ça fait un truc comme 4 ans, mais en fait, j'ai fait pas mal d'allers-retours, parce que bon, c'est un peu compliqué pour rester aux États-Unis, tu vois. Donc, j'ai fait pas mal d'allers-retours et des demandes de visa, des choses comme ça. Donc, j'ai fait des allers-retours, mais voilà, j'ai vécu vraiment comme un Américain pendant une période de 3-4 ans. Tu vois. Et du coup, quand tu reviens en France? C'est délicat, hein, c'est délicat parce qu'en plus, je suis reparti sur Paris, mais je suis redescendu dans le sud. Donc, New York-Paris, ça va, mais New York-Paris, le sud, c'est vrai que c'est choquant. Et tes habitudes de tous les jours, tu vois, le studio d'enregistrement et tout, ça change, quoi. Mais tu reviens en France avec le cœur blindé, ouais. On le voit déjà juste nous en étant en France, quand tu vois les clips, les trucs, on voit le rêve américain, le truc américain, on est waouh, tu vois. Mais quand tu arrives en France, à mon avis, ça doit être un choc parce que toi, tu l'as vraiment vécu. Et en plus, le pire, c'est que tu as vraiment étudié, tu as vraiment appris l'univers de la musique. En fait, tu es passé des anciens qui ont vraiment ouvert les portes à ceux qui continuent jusqu'à maintenant à propager et à être dans la transmission. Donc, tu as vraiment eu un parcours impressionnant, tu vois. En fait, c'est que t'es pas blasé, t'es pas dégoûté parce que t'as aussi, quand tu reviens, t'as aussi tout un truc où tu te dis putain mais j'en connais pas d'autres déjà là qui ramènent ça en fait en France, tu vois. Donc souvent on se le dit, tu vois, dans les étudiants, il y a des gens qui partent faire les études quelque part et qui reviennent avec un bagage et même un projet peut-être en France. Moi il y avait rien de précis, mais ça m'a aidé de savoir dans le cœur et dans la tête que je revenais avec
wow, tu sais ce que tu as vécu, mon gars, quoi. Donc voilà, ça t'aide en fait à te dire, bon, ben ouais, ok, t'es en France, tu rentres en France et tout, tu vois, mais t'as quelque chose entre les mains et encore une fois dans le cœur, surtout dans le cœur. Du coup, vous êtes tous les deux revenus. Comment s'est fait cette rencontre? Tu dis ou je dis? Moi, ça m'intéresse. Bah, quand on est revenu, on est partis chacun de notre côté en boîte et on est partis dans la même boîte. Et en fait, de mon côté, moi, c'était une soirée avec ma meilleure amie. Du coup, on était dans le sud, on sortait, tu connais, la vie d'Aloca, la night. You know. Mais en fait, c'était un peu bizarre parce que moi, c'est ma seule amie. Enfin, j'ai pas beaucoup d'amis moldus qui sont pas danseurs, tu vois. Et du coup, moldus. C'est les seuls. Excusez-vous là pour tous les non-danseurs. Mais là, quand non, mais même. c'est parce que c'est facile. C'est pas cool. Les moldus. Moi, Donc, j'adore les ouais. moldus. Et du coup, je sortais en fait rarement dans ce genre de lieu. C'est pour ça que je le précise. C'est que moi, j'allais dans les trucs de danseurs, quoi. J'allais dans les soirées où on va en jogging et on fait des passages. Tu vois, je sors pas en boîte, en club. Ouais. Et là, c'était ma seule copine qui me tirait un peu vers ça en mode ouais, machin. Bon, bah ok. Et on part dans cette boîte. Et là, on se fait embêter par des garçons, des méchants. Il y en a une qui arrive, il sort une. Moi, il je prend sais les pas. platines. Pardon. T'imagines? Non, même pas. Même pas. Je sais pas, il y a des gars, ils font les relous, quoi, comme d'hab, soirée, la vie. Et on va bouler. Et en fait, il y a un petit mec qui est là, et qui se met un peu en mode coalition avec nous pour nous aider, tu sais, nous sortir de là. Genre, j'ai capté, machin. La mif, enfin voilà, scénario, cirque. Et du coup, ce garçon, fort sympathique, il nous dit ah, je suis avec mon pote là-bas, on vous paye un verre, machin. Ok, tu m'as sauvé la vie, donc j'accepte. Et du coup, là, une espèce d'énergumène au bar qui est là et qui attend son pote, quoi. Et donc moi, je parle avec le pote et lui commence à parler à ma copine, en toute confiance. Commence à parler à ma copine et le mec parle en anglais. Pourquoi? Il vous expliquera tout à l'heure, mais le mec parle en anglais. Et ma pote, qui est prof de français d'ailleurs, qui ne parle pas anglais, du coup, fait comme ça. Parle à elle, salut. Et du coup, il commence à me parler en anglais. Hi, machin et tout. Et moi, je rentre de LA, mais je fais ma belle comme never. Genre, hi, yeah, of course. Et voilà, et on parle toute la soirée. Et je te fais une passe, parce que j'ai beaucoup trop parlé. Voilà. Et du coup, moi, je suis choqué parce que moi, je fasse un petit peu le beau à parler en anglais, avec quelques grammes d'alcool aussi, un petit peu, faut recontextualiser. Faut avouer, on était en boîte. Comme elle décrivait un petit peu le type de club, c'était voilà, clubbing, quoi. Donc, ouais, je m'amuse un petit peu à parler en anglais parce que je reviens, quoi. Donc, c'est gros kiff et j'adore la langue, vraiment, j'adore l'utiliser, quoi. Et donc, quand d'un coup, on peut me répondre et qu'il y a un level et tout, tu vois, et qu'on peut me parler en réponse, je fais ok, c'est quoi ce bail, comment ça se fait J'ai l'habitude de là-bas, tu vois, mais normalement, chez moi, quand je rentre dans le sud, il n'y a personne qui peut me répondre et qui peut me parler en anglais et commence à avoir une conversation, tu vois, et encore moins dans la boîte. Donc là, il y a un petit bug, tu vois. Et il y a eu un petit moment de oh. Voilà, il fallait que je recule un petit peu parce que ça m'a impressionné, voilà, du coup, il y a eu un petit coup de cœur depuis le début, à ce moment-là, quoi. Mais vous avez tous les deux dû être impressionnés quand vous vous êtes raconté vos parcours. Un peu, ouais. Je sais pas, c'est elle qui doit dire. Hein. Parce qu'en fait, t'avais pas exactement tout fait encore, toi, de ton côté. On était à des stades différents, voilà, en fait, au tout début. Et en plus, on parle pas de tout de suite. Non. Ça, tu vois, il arrive pas en mode ouais, j'ai fait ça, enfin pas du tout. C'est des choses qu'on se découvre en fait. On se découvre vraiment, on laisse le temps et à la limite, c'est à chaque fois ça bug un peu plus quoi, genre ah bon, tu vois, c'est ok. Ah, tu connais ça aussi, tu vois, parce qu'on en a pas parlé ou quoi. Ouais, même moi en tant que danseuse, c'est dur de fréquenter des gens qui sont complètement en dehors de ce que tu fais. Et moi, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui était pas danseur, mais qui comprenait tout ce que je lui racontais quoi. Ah ok, c'est pas du chinois pour toi que je te parle de passage, de machin, de battle, de ci, de là, de ci. Enfin, ok, tu comprends mon monde. On n'est pas du même monde, mais on se comprend. Ouais. Et ça, c'était assez incroyable. Genre les documentaires que je kiffais regarder, Writing Shop, des documentaires de danse et autres, il les regarde avec toi en fait, et il kiffe, et on parle du son du coup, du producteur, de machin. Lui, il m'apprend comment reconnaître les producteurs, tu vois, ça c'est un Timbo, ça c'est un Pharrell, machin. Moi, il m'apprend plein de trucs sur ma propre culture, et pareil, parce que du coup, je te fais découvrir la version danse de ta culture. C'est ça. Et la connexion, moi, j'apprends des scoop bots et tout. Mais grave. Et la connexion, elle est folle pour ça en fait. On kiffe la même chose, mais pas du même côté, et du coup, après, c'est un ça truc de reste fou l'artistique comment on va en fait. s'apporter. Ouais, mais tu vois, on se le dit souvent et tout, ouais, des couples qui sont complémentaires, tu vois, dans la musique et la danse. Ouais, c'est vrai, mais tu as aussi la danse contemporaine et la musique folklorique avec une percussion indienne, tu vois. Là, il se trouve que c'est hip-hop, c'est LA, New York, tu vois, on a en plus de la chance
de pouvoir partager les deux milieux, mais qui vont vraiment ensemble. Et en même temps, Tu vois, j'aurais pu être chanteur folk, elle m'aurait dit bon, bah, ouais, c'est cool. Ouais, et puis même avec la même ouverture, parce qu'on va, tu vois, tu vas kiffer les old school, le funk, le machin. Et c'est pas un gars du hip-hop qui va aimer que le hip-hop. Heureusement, il y a cette ouverture, et du coup, bah, on est tous les deux dans la même bulle un peu. Pas mal de projets quand même maintenant aujourd'hui. Complètement. Ouais. Pas mal. Bah, déjà, un premier projet, c'est du coup, on a décidé de se mettre ensemble et de former J9 Productions. Ok. Qui est une société de production. Et d'édition. Depuis une semaine. Donc voilà, c'est encore fait, on n'a pas l'habitude de le dire. Mais voilà, on s'habitue. Mais voilà, justement, on s'est dit, comme on te le disait, nos deux milieux, nos expériences à tous les deux, on se dit, mais en fait, on sait faire les choses. Et puis ce qu'on fait en fait depuis des années de façon implicite, là on le fait professionnellement. C'est-à-dire que depuis ma première vidéo de danse, je crois, je sais pas si tu te rappelles de cette vidéo, toi, où je suis sur un pont à Toulon et mes habits changent de couleur. Enfin bref, ma première vidéo de danse, c'est son son. Tu vois, il avait déjà créé un son pour ma première vidéo. Et la deuxième vidéo que je fais avec DJ Yayo, où genre c'est un dealer de son, on a écrit le script, le scénario et tout ensemble. Donc en fait, de tout le début, dès qu'il a une idée, vas-y, on va faire ça, machin. Et dès que j'ai une idée, pareil. Donc en fait, J9 Productions, ça date de là. Ça date de 2011 en fait. C'est juste que là, on a donné un nom et puis on l'a déposé, quoi, tu vois. Voilà. Mais voilà, c'est ce travail-là, du coup, qui se fait automatiquement du côté créatif. C'est genre. Et maintenant au service des autres aussi, parce qu'avant on le faisait pour nos projets communs. Et là, ça a commencé, je crois, avec le Juste Debout, où moi j'ai commencé à travailler pour le Juste Debout. Et petit à petit, je me disais, putain, petit son là, une petite prod, où il faudra un sound design et tout sur ce truc, machin, mais j'ai personne, machin. Mais si, bien là. Et du coup, ça a commencé à avoir du sens en fait pour nous de pouvoir collaborer ensemble sur les différents éléments qui manquent. Tu vois, elle peut voir un truc, moi je vois un autre, et en fait. Et on s'est aperçu que nous deux, pour un projet, t'as deux petits couteaux suisses, on peut faire quand même pas mal de trucs. Ouais, on peut mettre une claque à ton cahier des charges. Voilà. Une belle connexion. C'est tout fait. Ouais, mais c'est bien parce que justement, on n'a pas besoin trop d'en parler, de se faire des débriefs de 3 heures, tu vois. C'est assez naturel, donc c'est un avantage. Mais il y a des débats aussi, tu vois. C'est pas toujours simple, on n'est pas toujours d'accord, on n'a pas toujours la même vision, mais après de longues discussions et conciliabules. En général, c'est smooth. Voilà, après, il n'y a pas de problème. Toi, Nine, tu avais l'habitude de toujours être au service des autres. Tu décides de lancer ta propre carrière. Encore une fois de plus, connexion. Julia gère la direction artistique. Ouais. Comment elle est venue l'idée? À quel moment tu t'es dit c'est bon, c'est le moment? Tu veux, je dois te faire un petit retour en arrière du coup, parce qu'en rentrant des États-Unis, ça se passe bien, j'arrive à réaliser le fait que je rentre des États-Unis, je vais rester en France et voilà, changement de vie comme on le disait tout à l'heure. Mais en fait, du coup, dans cet enchaînement de choses, je descends dans le sud de la France et j'ai un accident de la route à ce moment-là. Et là, c'est là où les choses se compliquent parce qu'il n'y a plus de professionnels, il n'y a plus de machin, je pense plus à c'est quoi mon next step, la prochaine chose que je vais faire, tu vois, là c'est est-ce que tu vas remarcher? Donc est-ce que tu perds pas ta jambe, tu vois, etc. etc. Donc là, ça change dans la tête, je me pose beaucoup de questions, je sais plus trop de quoi est fait mon avenir et voilà, je deviens très hésitant et je change de comportement. Je me perds un petit peu, je m'éloigne de mes proches, j'ai pas beaucoup de membres de ma famille à ce moment-là parce que voyage, etc. au moment de l'accident, tu vois, donc je me retrouve un peu seul. Ça m'a mis un gros coup. Et c'est après cet accident-là en fait que j'ai mis 2 ans, à peu près 2-3 ans à m'en remettre, me remettre sur pied. Ok, j'ai pas encore remarché, etc. Le kiné, le ci, le là. C'est après ces expériences-là que je me suis encore plus rendu compte de ce que j'avais en moi en fait, de mon parcours, les choses dont j'avais envie de parler, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions, tu vois, à te dire, tu sais pas si tu vas remarcher, etc. Et donc là, j'avance un petit peu, mais avec cette réflexion-là, le Covid, au bout d'un moment, a tapé récemment. Et encore, tu repars sur d'autres réflexions, tu sais que c'est quoi ton avenir dans l'artistique, le ci, le là. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai aidé tous les projets que je pouvais, tu vois. Et là, en fait, c'est le temps pour moi de faire mon propre projet, de parler des choses dont j'ai envie de parler. Et là, je retourne en arrière, tu vois, je me dis, c'est bon, j'ai tout, quoi. Bagage technique, l'artistique, on a travaillé, j'ai l'expérience et j'ai des choses à dire, quoi. Et donc, c'est là où je décide vraiment de faire le pas, quoi. Julia, tu gères la direction artistique de son projet? Pour nous, ce qui s'est passé, c'est que on était au début du confinement. Du coup, quand il a pris la décision de faire son projet, ça faisait un moment qu'on repensait. Enfin, voilà, lui, il venait juste de se remettre sur pied et repenser à la musique. Et en fait, le confinement arrive et il s'est dit, let's go. Et moi, au même moment, ce qui se passe, c'est que je vivais des tournées. Je vivais vraiment de ce qui se passe à l'international. Je
Je rentrais en France pour me reposer la plupart du temps ou faire mes événements, et sinon je ne faisais que voyager. Et du coup, Covid, problème, plus de taf, plus de tournée. Je paniquais, je voyais sur Air France là, tous les billets qui s'annulaient comme ça dans les jours après jour. J'étais plus de travail. Donc c'est un peu dur moralement. Et en fait, là se passe quelque chose, Juste Debout me contacte. Donc ça commence un petit peu avec ça. Et ils me proposent de travailler pour eux en communication. Et moi, je réfléchis, je me dis, mais ouais, en fait, c'est peut-être le moment de faire de la direction artistique et de montrer, en fait, et d'apporter, en fait, ma vision. Et moi, c'est un peu le chemin inverse, du coup. Tout ce que j'ai fait pendant ma carrière, les clips, les télés, les machins, de me retrouver sur des gros lives, tu vois, avec énormément de téléspectateurs, de se retrouver en concert, de machin, et de subir toutes ces pressions, de voir tous les soucis techniques, tous les bugs, ah purée, ok, là, ça pourrait se passer autrement, en fait. Parce que toi, t'es dans le cœur, t'es en tant que danseur, et t'es juste observateur de tout ce cirque, tu vois, qui se passe autour de toi. Et du coup, je me dis, it's time, en fait, ok. Là, j'ai appris, j'ai analysé, j'ai compris tout ça. Pourquoi pas le mettre au service? Donc, je commence avec Juste Debout, et à peu près simultanément, on a cette idée de se dire, en fait, on va structurer, on va faire notre truc. Et c'est comme ça que naît un peu l'idée, en fait. Ouais. Commencer un petit peu à travailler avec des clients, commencer à prendre nos marques et tout. Et le premier gros projet là, du coup, qu'on a essayé de pousser, c'était mon projet d'album, Lack of Time, et sur lequel on a travaillé de A à Z vraiment ensemble sur le côté enregistrement aussi. Julia à ses heures perdues, ingénieur du son aussi. J'ai mon premier crédit d'enregistrement. Donc voilà. Si je dansais un petit peu, tu es obligé au bout d'un moment de commencer à faire le travail, tu vois. Voilà, un mix, donc, tout ça. Donc voilà, et là on s'est dit de A à Z, mais on va aller chercher aussi dans nos proches, dans nos entourages, les gens en qui on peut avoir confiance, en qui on croit, pour nous aider à pousser ce projet-là, parce que on débute, on a notre société qui est toute jeune, mais on a une motivation en fait, on a envie de créer un groupe, tu vois, une team qui peut aller franchement décrocher les projets et réaliser ça de manière propre, de par nos expériences, nos aspirations musicales, artistiques, et en plus en famille si on peut un maximum. Pour boucler la boucle. Voilà, c'est vraiment du coup l'idée qu'on avait eue, et puis voilà, avec le projet pour l'instant on a réussi. Là on est à une autre étape parce que toute la création elle a été terminée, on est parti sur le mixage, il y a eu beaucoup d'étapes, et maintenant on en est au clip, à la promotion, et puis on développe en même temps du coup J9 Productions sur plein de petites choses en même temps en fait. Ouais, différentes. Ouais. Du coup vous avez sorti 3 clips. Ouais, là on en est aux 3 clips de l'album. Donc on a sorti Emotion en premier single. On a tourné ça au Théâtre Mogador. On a eu la chance d'avoir le Théâtre Mogador, c'était une chance inouïe. C'était pas mal. Puisqu'ils ont accueilli le Roi Lion. C'était juste avant qu'ils accueillent. Ouais, juste avant qu'ils accueillent le Roi Lion. Donc hop, on s'est glissé juste avant, on a réussi à faire Merci encore à eux d'ailleurs, parce que c'était incroyable. Merci à eux et à l'équipe qu'on a eue sur ce tournage-là aussi. Vous pouvez le dire, oui. Vous pouvez le dire. Iki et sa team, la famille. Donc, là, ça a été une première expérience de clip vraiment professionnel pour moi aussi, avec d'autres propres boîtes de production, tu vois. Donc, super. On a été super contents du projet. On a eu des bons retours aussi. On a enchaîné avec le deuxième single où on est, comme je te l'ai dit, on est parti dans la famille, on est parti dans le sud. On a lancé le clip de Love Escape, où on est parti tourner ça dans le sud avec la famille, les amis. Et encore la même équipe, et voilà quoi. Du coup on est très content aussi du visuel, on a travaillé ensemble sur vraiment voilà, les couleurs, le visuel, les idées, l'écriture des scénarios, etc. On développe ça ensemble à chaque fois, ça part de l'idée jusqu'au storyboard. Dans ton canapé comme ça à 3h du matin. C'est l'avantage du coup de travailler avec ta future femme aussi, parce que y a pas les horaires, tu vois, il n'y a pas d'horaire, on est là. Les heures sup. Des fois c'est à 23h30 qu'elle me dit non mais arrête ce que tu fais, j'ai une idée, tac, et on se pose. Parce que là tu finis ta journée, tu rentres chez toi, tu vois. Mais t'as une autre journée qui démarre, tu fais c'est génial, j'adore cette vie. Voilà. Et du coup le troisième clip. Et le troisième clip, là du coup c'était le moment de sortir l'album et de vraiment présenter le projet au complet. Et on a décidé de le faire avec un morceau qui en voyait un petit peu plus. Donc on a sorti le clip de Won't Stop, qu'on a fait encore une fois avec la même équipe. Et on a fait un truc un petit peu, on a level up un peu si on peut dire aussi, parce qu'on a décidé de faire une belle collaboration avec Tombi Katarousa. Encore un badness. Voilà, on va dire que le nom est familier. Donc encore un membre de Badness, et ça fait grave plaisir. Et surtout voilà, c'est une belle collaboration parce qu'on l'a vraiment fait ensemble. Il a adoré le projet, et, il a donné son sang, sa sueur, son énergie.
malgré sa nouvelle situation aussi, il vient d'être papa, donc tu vois, donc on a vraiment C'est pas apprécié facile, la du force. coup. Encore plus Ouais, compliqué. bah, en plus on avait le petit sur le tournage et tout, c'était la folie. Mais nous on est en plein kiff. On est en galère parce qu'on a plein de choses à faire et tout, mais voir la famille qui est là en plus, qui donne la force et on crée un beau projet ensemble, pardon, c'est super, c'est tout ce qu'on recherche, quoi. Et donc là le projet est sorti, il a lancé l'album et là maintenant on est sur la promo et puis on kiffe un petit peu sur les retours, négatifs et positifs, et on fait évoluer la chose, quoi. Voilà, c'est parti. Donc sur ces beaux mots, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que vous avez des petites dédicaces à faire? Parce qu'on ne sait jamais. Bah, une énorme dédicace à déjà toute la famille Badness qui est sur ce projet en fait. Enfin, pour moi, c'est un truc de fou aussi de voir à quel point la dynamique appelle la dynamique. C'est-à-dire que on part de rien, on se dit on va aller là-bas et on en parle à nos gars et ils se disent ouais, bah, on y va. Et ça te donne une espèce de force qui est juste incroyable. Et je pense que c'est vraiment un moteur très important pour moi au quotidien, que ce soit dans la danse ou dans ce projet ou dans quasiment tout ce que j'ai fait. Alors, big dédicace à Badness. Fort, Yes, sir. fort, fort, fort. Grave, grave. Et aussi aux Lady Rocks qui ont vraiment beaucoup soutenu ce projet. Voilà, une de mes autres familles artistiques. À qui on dédicace? Et moi, j'allais dire justement au reste de la famille, autant la mienne comme la sienne, puisque maintenant, on va les rassembler. Et parce que Badness, c'est une famille, mais voilà, il y a la famille proche Il y a aussi. les familles danse et les familles sans. Voilà. Et c'est très important aussi parce que, Voilà. comme elle dit, ça part d'idées. On parle de choses comme ça, on a une idée le soir, la nuit, le matin, peu importe, on en parle. Et en fait, on se retrouve des fois des semaines ou des fois des mois après, ou des fois des jours après, en train de réaliser ce truc-là, en fait, cette idée. Ça part de nos têtes, de nos cœurs, et au final, on se retrouve sur des scènes comme ça, à tourner des clips, à enregistrer, à connecter avec l'ingénieur de Dr. Dre à l'autre bout du monde. Enfin, tu vois, on crée des choses à partir de nos idées, et le fait de les vivre vraiment, c'est magique. Et donc, il faut remercier les gens qui nous permettent de le faire. Amis, famille, Tout ça. voilà. Bah, encore félicitations à vous deux Merci à pour toi. cette future union. Et merci à vous d'être venus justement dans ce projet, Sanigo. Sani, go! C'est vraiment un plaisir de vous accueillir ici. Et du coup, ben, n'hésitez pas à vous abonner à leur page, à suivre leur actualité, parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent. Et on vous dit à très bientôt pour encore une fois de plus des interviews de qualité.